Je vous remercie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, je voudrais, avant de commencer à donner quelques éléments de réponse aux questions qui ont été posées, féliciter et remercier le Président de l'Assemblée nationale pour la sérénité avec laquelle il conduit les débats dans cette grande maison qui a toutes ces qualités que nous lui reconnaissons. Et je voudrais donc féliciter le Président et l'ensemble des députés pour leur comportement exemplaire. Merci. Merci. Au nom de tous les députés, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Donc là, il y a eu beaucoup de questions, une quarantaine. Il y a peut-être quelques clarifications à apporter. Alors, il y a des questions qui tournent autour de... Je ne vais pas parler de recevabilité puisque l'Assemblée a tranché déjà cette question. Mais il y a eu des questions autour du programme qui a été soumis pour approbation de l'Assemblée nationale. De quoi s'agit-il? Je pense que là, s'agissant du programme, vraiment de notre démarche, nous l'avons rappelé dans la lettre, la correspondance, il ne faut pas qu'il y ait de malentendus. Nous avons certes le programme de renaissance, une DPG qui a été adoptée ici même en 2011. Et là, nous sommes à mi-parcours du mandat du Président de la République. Nous avons une nouvelle équipe gouvernementale, je le précise, qui n'est pas liée par les résultats du premier bilan, du bilan de l'action des 2 années et demie. Il faut bien le souligner. Alors, c'est pourquoi nous avons jugé utile de concentrer nos efforts désormais, à partir de cet instant, si nous y sommes autorisés, de concentrer donc nos efforts sur la réalisation du PDS dans sa tranche 2013-2015, puisque lui, le PDS, s'étale sur une période de 2012-2015. Programme, plan, tous ces débats, je pense qu'il n'y a vraiment pas lieu de s'attarder là-dessus. Moi, je dis mon programme, c'est ce plan. C'est très simple. Mon programme, c'est le plan, le PDS, le programme du gouvernement. Donc, la littérature, je crois qu'on peut la développer, on peut la tirer comme on veut. Les définitions, plan, programme, je pense que ça ne nous apportera pas, ça ne nous avancera pas à quelque chose d'important. Le plus important, c'est ce programme que nous nous donnons pour le temps qui reste à courir pour le mandat du Président de la République qui nous a chargé donc de conduire l'action gouvernementale. Donc il y a un certain nombre de questions d'ordre général qui ont été posées, j'essaie de les regrouper. Il y a d'autres questions qui relèvent, je crois que c'est la plupart des questions, qui relèvent de la gestion ou de la conduite de l'action gouvernementale jusqu'ici. Alors, il faut bien qu'on soit clair. Moi, je ne suis pas venu ici pour le bilan. Je crois que beaucoup l'ont dit. Je suis venu pour l'avenir. Donc, on peut bien peut-être échanger un tout petit peu sur certaines questions très importantes, très sensibles. On peut répondre, mais ce n'est pas le sujet. Il y a eu par contre 1 ou 2 questions sur le programme que nous avons soumis. Et celui-là, lorsque nous l'avons transmis, nous avons transmis un certain nombre de documents. C'est vrai que tout ce qui se plaignent du manque de chiffres dans ma présentation
devait être satisfait en matière de chiffres, puisque et dans le plan lui-même, et dans sa synthèse, et dans le plan d'action prioritaire, et dans le rapport d'exécution de la première année, ils y trouvent leur compte. Il y a tous les chiffres. Par contre, moi, j'ai fait une présentation résumée, une description, j'allais dire, de ce plan. C'est ça mon rôle ici devant vous. Ce n'est pas de vous redire ce que vous avez déjà entre les mains. Donc, je pense qu'il ne doit pas y avoir de malentendu à ce niveau. Alors, pour revenir à ces questions d'ordre général, on a parlé de gouvernance, les questions qui tournent autour de la gouvernance politique. Sur ce plan également, je dois préciser une chose. Je suis là dans le cadre des relations entre les institutions, entre l'exécutif et le législatif. Et elles sont réglées par la Constitution. Tout ce qui voudrait me voir entrer dans les dédales des relations entre les partis politiques, les alliances, vraiment, je vais les décevoir. Parce que ce n'est pas le sujet. Parce que ce n'est pas le sujet. Moi, j'ai amené un programme et je demande la confiance de l'Assemblée nationale pour me permettre d'exécuter ce programme pour l'intérêt du pays. Voilà donc cette précision que je tenais à apporter. Maintenant, il y a certainement des questions qui méritent qu'on s'y attarde dans ce domaine, puisque le lien existe quand même entre un certain nombre d'axes de notre programme et certaines questions, notamment par exemple sur les institutions. Vous avez, dans beaucoup de cas, et à juste titre, souligné que les institutions de la République n'ont pas eu les dotations qu'elles méritent, les dotations suffisantes pour leur permettre de fonctionner, disons, correctement. J'en conviens avec vous. Et il se trouve que vous avez le budget entre les mains, le budget 2014. Nous l'avons reconnu nous-mêmes et nous avons demandé au ministère des Finances de voir avec les députés quels sont les réaménagements qu'il est possible de faire. Parce qu'il faut le reconnaître, la gestion de la rareté, les arbitrages des ressources, comme dans un pays comme le Niger, ce n'est pas du tout une chose aisée. Tout est prioritaire. Ce qui fait que parfois on a tendance effectivement à sacrifier le fonctionnement de certaines institutions au profit des services sociaux, au profit de la sécurité, parce qu'on estime que dans ce cadre, il y a des efforts nécessairement importants à faire. Mais peut-être qu'en relisant, en réexaminant la question, on peut faire des améliorations encore au niveau du budget. Et ça, je compte sur les députés pour qu'en relation avec le ministère des Finances, on puisse apporter les améliorations nécessaires. Parce que nous l'avons effectivement constaté nous-mêmes. Alors, il y a une question un peu que je n'ai pas bien comprise quand on parle de 98 milliards pour la présidence seule et 20 milliards pour les autres institutions. La présidence, peut-être qu'on a mis tout dans le sac présidence. Vous savez qu'il y a des services rattachés à la présidence qui sont des grands programmes. Si je prends le cas du Kandaji, il est rattaché à la présidence. Si je prends les 3N, si je prends le Niamey-Niala, toutes ces institutions sont rattachées à la présidence. Et je pense que c'est cette analyse qu'il faut faire avant de conclure sur le fait qu'il y a une institution qui a été privilégiée par rapport aux autres. Une autre question concerne la sécurité.
Et c'est à cette occasion, je crois qu'il a été souligné que la sécurité ne représente que 6% au niveau du programme d'action prioritaire qui a été adopté. Ça tourne autour effectivement de cela si on ne prend en compte que les investissements. Mais la sécurité, elle a toutes les dimensions que vous imaginez. Donc je pense que ce chiffre ne traduit pas, il est loin de traduire la réalité des efforts sécuritaires. En même temps, vous avez demandé où en est-on de l'exécution de la stratégie SDS, stratégie développement sécurité Sahel. Oui, il s'agit d'un programme estimé à 1266 milliards qui est en train de se mettre en place. Son programme d'action a été adopté. Un certain nombre de projets ont été élaborés et il y a même un début de financement qui est acquis. Mais nous pensons qu'avec, nous avons de belles perspectives avec cette stratégie intégrée du Sahel, où nous avons déjà commencé, suite à la visite de nos grands hôtes mondiaux, nous avons déjà commencé à réfléchir sur ce qui pourrait être nos requêtes dans ce domaine et nous avons un bel espoir que nous aurons une part importante des financements annoncés, à savoir 8 milliards de dollars qui ont été annoncés pour toute la région du Sahel, pour les 5 pays. Alors nous sommes déjà en train d'élaborer les requêtes dans ce sens. En même temps, toujours dans le cadre de la SDS, vous avez demandé, quelqu'un a demandé quelles seraient les communes qui sont concernées. Dans un premier temps, donc, je crois qu'il y a 70 communes qui ont été identifiées dans les régions de Tillabéri, de Tawa et d'Agadez. Je crois qu'il est loisible à nos services de vous donner le détail de ces communes et les actions qui sont programmées dans ces communes. Toujours dans les questions d'ordre général et de gouvernance, il a été posé la question de la décentralisation et notamment du transfert de compétences. Je pense que la décentralisation est plus que jamais une priorité du gouvernement, puisque vous l'avez compris, cela se justifie par la création d'un ministère délégué à la décentralisation pour envisager véritablement la question de la décentralisation et faire les progrès nécessaires à ce sujet. Pour le transfert de compétences qui est bien attendu, nous y attelons. Le ministère concerné a déjà préparé le texte, car c'est plusieurs textes qu'il faudra, mais nous disons qu'il faut parallèlement préparer les communes à recevoir ces compétences et ces ressources. Quelqu'un a utilisé un terme assez fort pour qualifier la gestion actuelle des maires, et donc raison de plus, à mon avis, pour bien préparer ce transfert, pour ne pas transférer tout de suite des ressources à des structures qui ne sont pas préparées à les gérer correctement. Donc c'est pourquoi il y a une certaine prudence qui est observée, mais nous allons le faire progressivement. Et les secteurs qui vont être transférés, les premiers ont été identifiés déjà. Il y a une douzaine de secteurs, notamment l'éducation, la santé, et les volets à transférer également ont été l'objet d'un séminaire, d'un atelier qui a été déjà, dont les travaux ont été validés. Et très prochainement, en tout cas, nous allons entreprendre les actions nécessaires pour rendre effectif ce transfert de compétences. Monsieur le Président, on a beaucoup parlé du CNDP. Je pense que c'est injuste de dire que le CNDP est en panne.
et qu'il s'est désintégré. Je ne crois pas du tout. Je sais que l'ensemble des partis politiques croient au CNDP et ils y tiennent. Pour preuve, j'ai reçu tout récemment une lettre de certains partis politiques, notamment membres de la RDR, pour effectivement convoquer la réunion du CNDP. Et ça sera pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Alors, donc je pense que le CNDP, comme toute instance, comme toute structure, peut avoir effectivement des moments, des contretemps, mais il ne s'agit pas d'une remise en cause de l'existence du CNDP. Et je suis sûr que nous allons trouver les voies et moyens pour nous permettre de continuer à faire fonctionner cet instrument combien important pour notre pays. On a beaucoup parlé aussi de la justice. Et je voulais juste souligner que là, s'agissant de la justice, il y a eu des réformes importantes et en particulier, vous le savez bien, désormais les institutions judiciaires les plus hautes sont installées. Donc c'est vraiment un progrès important que de voir qu'aujourd'hui nous avons réussi quand même à installer le Conseil d'État, la Cour de cassation, la Cour des comptes qui était déjà installée. Et donc c'est pour dire que désormais nous avons l'ordonnancement juridique qui est bien installé, même si tout à l'heure on a déploré un peu le manque d'allocations financières suffisantes. Mais tout cela est en train de se mettre en place, Inch'Allah. Et c'est là où vous avez parlé également, dans le domaine de la justice, de la question de corruption. Vous êtes allé jusqu'à parler de corruption dans beaucoup de secteurs, y compris ici chez vous. Moi, je ne veux pas rentrer dans cette polémique. Je l'ai dit déjà, les relations entre les partis, vraiment, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous avons de gros problèmes dans ce domaine, d'une manière générale. Mais des progrès sont en train d'être faits. Vous avez vu que le classement du Niger s'est amélioré dans le domaine. Donc je pense que nous devons œuvrer, continuer à travailler pour lutter contre ce fléau, même s'il nous touche nous-mêmes. Et c'est là d'ailleurs qu'on aura le mérite. Donc il faudrait que chacun à son niveau apporte justement sa contribution dans la lutte contre la corruption. Je pense que nous avons un certain chemin à faire, mais nous avons déjà réalisé, je pense, des progrès dans ce sens. Et il y a toute une stratégie qui est en cours d'élaboration dans le domaine donc, de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Alors, la deuxième catégorie de questions, comme je le disais tantôt, elle se rapporte beaucoup à l'action du gouvernement, l'action quotidienne du gouvernement. Nous allons peut-être y consacrer un petit moment. Il y a une question bien à propos sur le PDS lui-même. Je ne me rappelle plus, je l'ai noté, l'honorable député qui l'a posé. C'est sur les 85 programmes et non 86. Combien ont été élaborés, si j'ai bien noté la question. En vérité, les 85 programmes sont en cours. Évidemment, je ne dirais pas qu'ils sont exécutés. Il y en a qui démarrent à peine, il y en a qui ont déjà démarré. Donc, si vous le voulez, il vous est loisible d'interpeller un jour le ministère en charge du suivi, ou même le ministère en charge du suivi de l'exécution du PDS, pour vous faire effectivement le point exact de la mise en œuvre du PDS. Ça, je pense qu'il n'y a aucun problème à cela. On a demandé également la mobilisation des ressources pour la première année de l'exécution du plan. Je pense que là, les chiffres
qui ont été donnés par-ci, par-là. Il y a un certain nombre d'amalgames qui ont été faits entre l'exécution de la première année du PDS 2012 et le bilan d'exécution du programme de renaissance de 2 ans. Ça a été fait en avril. Je pense que les députés qui ont posé la question chiffres à l'appui, on a constaté qu'on est passé d'un programme à l'autre, disons d'un document à l'autre, de manière sans beaucoup de discernement. Je pense qu'il faut considérer que le bilan qui a été fait de l'action de 2 années et demie est une chose et la première année d'exécution du PDS est une autre. Ce qu'on peut dire, c'est que pour cette année, ce qui a été signé comme convention est d'un montant de 1 751 milliards de conventions signées. Je pense qu'on peut noter ces chiffres et un jour le vérifier quand vous aurez les ministères en charge des différents secteurs pour vérifier, convention à l'appui, qu'il s'agit là effectivement d'une réalité. Alors, vous avez demandé également sur le budget 2014, en relation avec le PDS, quelle est la structuration des financements reçus, des financements prévus. Je pense que là, vous allez certainement le noter quand vous allez examiner ce budget. Globalement, il se structure sur une proportion de 65% pour les recettes internes et 35% pour les recettes externes. Vous aurez l'occasion de vérifier ça puisque le budget est entre vos mains, le projet de budget, disons. Une question a été soulevée également sur le prêt Exim Bank. Je crois qu'il faut... moi, je recommande vraiment à notre endroit, à tous, d'abandonner cette polémique. Les prêts avec Exim Bank, je le confirme, celui que nous avons signé actuellement, il est de 500 milliards de francs CFA, soit 1 milliard de dollars. Sur 25 ans, dont 8 ans de différé. Mais sachez qu'un pays comme le Niger, qui a toutes ses perspectives, qui a toutes ses potentialités, nous souhaitons même avoir 10 milliards de... Pas 2 milliards, mais pourquoi pas 10 milliards de dollars, si nous en avons la capacité. Ce n'est pas la honte, l'endettement lorsqu'on en a les capacités, mais c'est une pratique tout à fait normale, surtout des États modernes. C'est quand on a une gestion, j'allais dire, pas archaïque, mais enfin en tout cas une gestion trop axée sur le passé, qu'on s'agrippe, qu'on n'est pas enclin à utiliser les opportunités d'endettement. C'est une ressource tout à fait normale des États modernes. Et cela se fait sur les ressources, sur la base des ressources du pays. Donc les ressources du pays sont destinées à être mises en exploitation et mises sur le marché. Donc il est tout à fait naturel, à mon avis, soyons-en vraiment définitivement d'accord, il est tout à fait normal qu'on s'endette sur la base de nos capacités, de nos potentialités économiques. Et bon, il y a eu également un malentendu sur la question de garantie. La garantie n'est pas sur la production du pétrole brut, vraiment c'est sur certains revenus du pétrole. C'est différent, il y a des nuances. Et les garanties, c'est la chose la plus halal. Donc c'est tout à fait ordinaire. Je pense qu'il faudrait qu'on abandonne cette polémique, elle est absolument inutile. Je vous recommande de l'abandonner. Quelqu'un a souligné que nous avons un taux d'endettement très fort. Je crois que renseignements pris, les derniers renseignements, nous sommes à un taux d'endettement de 22%. Donc nous sommes loin, monsieur le député,
des chiffres que vous nous avez servis tout à l'heure. Toujours dans la gouvernance économique, on a parlé de Kandaji qui est bloqué. Oui, nous reconnaissons qu'effectivement, le programme Kandaji, auquel nous tenons beaucoup, a connu un contretemps, pour les raisons que vous connaissez parfaitement. Parce que tout simplement, l'entreprise qui est chargée de l'exécuter, de le réaliser, n'a pas été capable d'honorer ses engagements et nous étions contraints. Contraints, j'allais dire vraiment, contraints parce que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on l'a fait, puisque des gros projets comme cela, pour que ça redémarre, ça demande beaucoup d'efforts. Et là, nous étions obligés de rompre le contrat avec l'entreprise chargée de le réaliser et en concertation et en accord parfait avec les partenaires financiers avec lesquels nous finançons ce programme. Donc, les dispositions sont en train d'être prises pour que début 2014, notamment en février 2014, que les travaux puissent redémarrer sur les chapeaux de roue. Parce que là, nous pensons même que si nous avons la chance, cette fois-ci, de tomber sur un bon opérateur techniquement solide, il pourra même réaliser dans les délais initiaux ce programme. Mais nous devons être prudents. Ce qui est sûr, c'est que nous allons veiller à ce que, effectivement, en début 2014, nous puissions redémarrer les travaux du Kandaji. Alors, les honorables députés sont revenus sur la question de sécurité alimentaire et en particulier sur la question de la campagne agro-pastorale 2013. Vous avez entièrement raison, cette campagne n'a pas répondu à nos attentes. Le bilan est en cours le bilan provisoire, il est en cours d'élaboration. Mais ce qui est sûr, c'est que nous aurons affaire à une année déficitaire. L'honorable député vice-président, je crois, qu'a avancé un chiffre de 300 000 tonnes. Je crois qu'effectivement, il y a des pronostics dans ce sens. Mais je pense que dans les jours à venir, très prochainement, nous aurons les chiffres officiels qui seront validés au niveau des instances compétentes et en particulier au niveau du gouvernement. Et donc, ce qui est sûr, c'est que dans le cadre du dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires et catastrophes, un programme de soutien a été déjà élaboré, un programme préliminaire pour jusqu'à fin décembre. Et les hypothèses ou même, en tout cas, les enquêtes qui ont été préliminaires, qui ont été menées, nous indiquent qu'il y a à peu près 1 million de personnes à risque et qu'il faut assister. Et il a été estimé, ce plan de soutien préliminaire, à environ 55 milliards, qui sera financé, une partie par les partenaires au développement, et en partie par l'État du Niger. Toujours dans ces questions de gouvernance économique, vous avez au passage parlé de notre partenariat avec Areva. Je pense que la presse et toute l'opinion en train de parler et de s'inquiéter de cette question de nos relations avec Areva. Je voudrais rassurer les uns et les autres de ce que, conformément à notre option ou à notre détermination de d'assurer au Niger ses intérêts, de les sauvegarder, nous sommes en train de discuter de manière, comme on dit, gagnant-gagnant avec Areva. Et nous arrivons à faire des pas justement importants, positifs, dans le cadre du maintien et de la consolidation de ce partenariat. Parce que je pense que le plus important,
c'est que effectivement le Niger s'assure de ce que ses intérêts sont bel et bien pris en compte dans les rapports avec ce partenaire important de notre pays, j'allais dire même historique. Il y a d'autres questions qui ont été posées dans les secteurs sociaux, tels que l'éducation. Je crois que quelqu'un a parlé des étudiants. Là aussi, avec des chiffres, on a toujours des problèmes de chiffres. Hein. Chacun a son chiffre. On a parlé de 22 000 étudiants. Or, moi, le chiffre que j'ai, c'est 32 000. On a parlé de 5 000 qui bénéficient de l'aide sociale. Moi, le chiffre que j'ai, officiel, c'est 10 320. On a parlé de je ne sais pas combien de boursiers. Moi, en tout cas, le chiffre que j'ai, officiel, c'est 13 500 boursiers. Voilà en ce qui concerne les étudiants. Et je précise que c'est une question vraiment prioritaire pour le gouvernement. Et nous avons même, vous le savez bien, pris la décision d'inscrire l'ensemble des bacheliers 2013. Et les opérations sont en cours. Dans le domaine de la santé, il a été soulevé une question importante qui mérite que j'en parle, c'est la question de la gratuité des soins. Là, j'avoue que nous avons, effectivement, nous traînons un passé lourd d'arriérés, mais il y a un plan d'appurement qui est actuellement en exécution et chaque semaine, il y a donc une tranche qui est mise à disposition pour l'appurement progressif de ces arriérés. On a parlé également de la population. Madame la députée qui est en face de moi a parlé de la protection de la jeune fille, une loi qu'on n'arrive pas à adopter, je crois, c'est ce qu'elle a dit. Bon, je pense qu'on avait adopté même un projet de loi sur cette question de protection de la jeune fille. Mais je crois que et l'Assemblée nationale et l'exécutif sont conscients de ce qu'il s'agit là de questions importantes et sensibles qu'il faut adopter dans les conditions de sérénité et de consensus social important. Donc je pense que le moment apparemment n'était pas venu d'adopter ce texte à notre corps défendant. Mais je suis sûr que le moment viendra. Et il y a d'autres actions tout aussi efficaces pour protéger la jeune fille, notamment sa scolarisation. Et nous nous y attelons. Toujours dans ce domaine important de la population, nous envisageons, pour véritablement savoir que c'est une grande priorité pour notre pays, nous envisageons bientôt un forum sur la population, la démographie et le développement, et un forum également sur la protection sociale. Donc, c'est dire qu'effectivement, nous avons à cœur ces problèmes à caractère social. Donc, je voudrais, après ces quelques éléments de réponse, interpeller mon, je sais pas, je vais l'appeler mon grand frère. Je suis sûr qu'il est un peu plus âgé que moi, Max Amadou Jibo, qui a, comme je le connais bien, il a bien taquiné. Et pour finir, pour dire qu'il ne m'accorde pas la confiance. Je sais qu'il est en train de dire ce qu'il ne pense pas. Mais cette maison, cette grande maison de l'Assemblée nationale, qu'est l'Assemblée nationale, je la respecte beaucoup parce que je la connais, pour l'avoir servi en tant que secrétaire général dans les années 93 et comme président, vice-président du bureau en 2004 et suivant. Et je constate qu'elle est égale à elle-même. Elle a ses contours, mais elle reste une institution capitale pour la démocratie nigérienne. Et je vous en félicite, honorable député, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale,
C'est toutes les questions qu'il m'a semblé devoir, pour lesquelles il m'a semblé devoir apporter les réponses, en insistant sur le fait que je suis venu avec un programme et je demande solennellement à l'ensemble des députés, de tous bords confondus, de voter la confiance pour ce programme qui est l'intérêt national, l'intérêt du Niger. Je vous remercie infiniment, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Avant de